c'est celui pour les pays du Sud de la décolonisation. Je prendrai l'exemple de l'Algérie, dont c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Et en fait, en Algérie, curieusement pour moi, mais ça se comprend, les Algériens considèrent qu'ils ont été décolonisés le 5 juillet 1962, mais que ce qui leur manque, c'est l'indépendance. Et moi, je vois les choses d'une façon complètement différente, parce que la décolonisation, elle a été définie par les historiens et par les politiques comme étant l'accession aux indépendances. Et de mon point de vue, il faut dissocier et distinguer l'indépendance et la décolonisation. On a d'abord l'indépendance et on a ensuite la décolonisation. Je ne sais pas comment on peut concevoir la décolonisation sans l'indépendance, parce que c'est une question qui se trouve posée dans les outre-mer français, dans ce que la France nomme ses outre-mer. On l'a vu avec la Martinique et la Guadeloupe, par exemple, c'est vraiment d'actualité. On le voit aussi, mais un petit peu moins dans la France hexagonale avec Mayotte. On le voit avec la Nouvelle-Calédonie. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que ça peut être qu'une décolonisation? Moi, j'ai surtout réfléchi à partir du continent africain, tout particulièrement des pays qui sont issus de l'ex-empire français, donc Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, etc. Et ça m'intéressait énormément de savoir comment est-ce qu'on pouvait concevoir la décolonisation. Parce que, comme c'est le cas pour bien d'autres choses dans la réalité, on recourt à des mots, mais on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Et tout l'intérêt de la philosophie, c'est justement d'arriver à donner une consistance un petit peu et à pouvoir déterminer ce qu'est exactement la décolonisation. Il est vrai que la décolonisation, c'est une forme d'indépendance. Mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un processus historique où l'on pourrait mesurer, si vous voulez, des progrès comme indépendance, par exemple, les indépendances dans le continent qui ont commencé au début du XXe siècle pour se terminer à la fin du XXe siècle. Le XXe siècle, pour le continent africain, c'est le siècle des indépendances. C'est le siècle aussi, bien entendu, de la colonie, mais selon les pays, des indépendances également. Et donc je pense que ces formes de décolonisation sont très difficiles à mesurer. Et je pense que la décolonisation, ça serait une erreur de la penser comme un idéal. C'est-à-dire, on pourrait en avoir fini de notre histoire. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que, finalement, si on pouvait se débarrasser du reste, des deux côtés de la frontière impériale coloniale. C'est vrai aussi bien pour des pays qui étaient d'anciennes métropoles impériales comme la France, et d'anciennes colonies comme le Sénégal, l'Algérie ou le Cameroun. Et donc, simplement, la décolonisation n'a pas du tout la même consistance des deux côtés, puisque d'un côté, il s'agit non pas de perdre, mais de renoncer à des privilèges. Des privilèges en matière épistémique, c'est-à-dire qui a la science, qui ne l'a pas, des privilèges en matière économique, des privilèges en matière politique, tout un ensemble de privilèges, des privilèges en matière culturelle et des privilèges qui sont étroitement associés en fait à la colonie. Parce qu'il faut penser, il faut arriver à concevoir, si vous voulez, l'analogie entre la colonie et ce que représentait par exemple dans un pays comme la France l'Ancien Régime. Comment on passe de l'Ancien Régime justement à la Révolution. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que la décolonisation, c'est une forme de révolution, mais ce n'est pas une révolution bruyante, ce n'est pas une révolution rapide, c'est une révolution lente qui n'a pas exactement la même teneur aussi, côté ex-colonie, selon qu'on est issu d'une colonie de peuplement, par exemple comme l'Algérie, ou d'une colonie d'occupation, parce que les effets ne sont pas les mêmes selon les formes de colonie. Alors je pense d'abord que la décolonisation, elle doit s'entendre principalement comme un travail, plus que comme un processus. Parce que
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous sommes des sujets qui participons plus ou moins aux complicités ou à la résistance ou à un certain ordre du monde. Et ces subjectivités, elles se composent. Et donc, en fait, autrement dit, tout passe par des individus. Ce n'est pas que j'envisage les choses de façon purement individuelle, mais ce qu'on comprend, par exemple, dans l'ex-empire français, c'est que les hommes des indépendances, ce sont des hommes qui ont été formés à l'école, non pas l'école au sens scolaire, mais à l'école française. Donc ils avaient des catégories, des façons d'envisager les choses qui étaient aussi européanisées. Ils n'étaient pas purement, puisque de toute façon la pureté n'existe pas en la matière, sénégalais ou algériens ou ceci ou cela. Et donc ça a donné lieu à des choses. Je donnerai un exemple. C'est ce qui me semble apparaître dans le cas de l'Algérie, un exemple qui est presque typique. C'est que le nationalisme qui était aussi important dans la lutte pour l'indépendance, qui était un moteur sans nationalisme, c'est-à-dire sans une certaine fierté de soi-même, il ne pouvait pas y avoir d'indépendance, parce qu'il s'agit de restaurer la dignité. Et donc une dignité qui a été bafouée dans les pratiques coloniales par les puissances impériales. Mais après les indépendances, le nationalisme peut être un obstacle. Un obstacle précisément à la décolonisation. Pourquoi ? Parce que la décolonisation, il ne s'agit pas tant de l'autre que de soi. Mais il s'agit de soi dans un rapport à l'autre. Le rapport à l'autre, il s'entend bien entendu d'État à État. Il s'entend également, par exemple, qui vote comme qui, mais pour donner un exemple concret, aux Nations Unies. Qui s'aligne avec qui? C'est bien ce qui permet de comprendre, par exemple, le mouvement des non-alignés. Parce que ces alignements, ce sont des alignements qui ont des conséquences politiques, économiques et sociales très importantes, de guerre et de paix très importantes. Il y a d'autres dimensions, bien entendu. Il y a la dimension économique. Le fait, la présence de Bolloré sur le continent et sur la côte ouest du continent africain est tout de même extrêmement significatif, même s'il se désinvestit, se retire d'une certaine façon, du moins partiellement, de ces investissements-là, c'est-à-dire ça donne des rapports entre les pays, et non pas seulement entre les États, qui sont des rapports qui continuent à être dissymétriques. Parce que c'est un rapport tout simplement entre la puissance du capital et puis l'absence ou l'absence relative de capital. Donc on a un certain nombre de problèmes, ici et là, qu'on a pu nommer, mais du reste d'une façon coloniale, comme étant des problèmes de sous-développement. Alors pourquoi est-ce que je dis d'une façon coloniale? Parce qu'il est à noter, c'est quand même très significatif, que les mêmes puissances qui, au moment où elles ont perdu leur colonie, c'est-à-dire au moment où certains pays sont devenus indépendants, ont tout de suite considéré ces pays, qui n'étaient donc plus colonisés, comme des pays sous-développés. Et qu'est-ce que c'est la caractéristique d'un pays sous-développé? C'est de fournir des matières premières. On sait que le continent africain, je le dis, tout le monde le sait, le continent africain a été perçu, traité, etc., comme le continent des matières premières. Je donne un exemple qui concerne l'Algérie. La France, dans les années 50, quand le pétrole a été découvert en Algérie, s'est fantasmée comme une puissance productrice de pétrole. Mais des années plus tard, le slogan gouvernemental français, c'était « Nous, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Ça veut dire « Nous, on a des idées et vous, vous avez du pétrole ». Donc c'est une formule coloniale. C'est « Nous, nous avons l'esprit et vous, vous avez le corps. Nous, on a la forme et vous, vous avez la matière ». Et en fait, ce type de choses continue dans des espaces différents à se percevoir. Pendant très longtemps, l'art contemporain africain a été commenté par des Occidentaux. Ça veut dire que tout s'est passé comme si cette forme-là, cette forme symbolique-là,
qui est l'art visuel par exemple, n'avait pu être dit, analysé, etc., autrement dit d'une certaine façon rationalisé, que par des Occidentaux. Donc à chaque point, je dirais d'une certaine façon qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on tombe en fait sur un problème de colonialité. Donc c'est très difficile à défaire parce que la colonialité, c'est un tissu, c'est une structure, et c'est une structure qui s'est desserrée sur le plan politique, qui s'est modifiée sur le plan politique, avec l'accession des États des pays aux indépendances, c'est-à-dire la constitution d'États autonomes, mais d'un autre côté, la structure du monde elle-même n'a pas changé. C'est-à-dire il y a des pays qui sont plus puissantes que d'autres, des pays qui ont des économies plus florissantes que d'autres, etc. Des pays qui ont des structures, par exemple, muséales, plus développées qu'ailleurs, parce que ces structures muséales, elles n'avaient pas de sens dans des pays dans lesquels il n'y avait pas nécessairement le type de capitalisme qui a été développé en Europe, etc. etc. Et puis, autre point je reviens un petit peu en arrière, mais au moment où on a dit au moment où on a désigné les pays du continent comme étant des pays sous-développés, il y a une autre chose qui s'est pratiquée, c'était plus un discours, mais c'était vraiment une pratique, c'est l'ingérence. C'est-à-dire que les puissances occidentales n'ont pas souhaité retirer la main ou le pied des anciens territoires colonisés. Les premières choses, les premiers phénomènes d'ingérence post-indépendance ont été sur le continent africain, et voilà, et notamment au Biafra. Le Biafra, c'était une des premières occurrences. Alors oui, tout à fait, sauf que quand on dit c'est colonisé, c'est pas entièrement. Et la difficulté, quelle est-elle? C'est de faire la part entre ce qui est colonisé et ce qui ne l'est pas. On se retrouve exactement avec ce que le point de départ de Rousseau et de son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, c'est-à-dire on ne peut pas savoir, on ne peut pas diagnostiquer la part sociale de l'inégalité et la part naturelle de l'inégalité. Il part de cette impossibilité-là. Eh bien, c'est très intéressant, parce que c'est comme ça qu'il écrit le texte. Moi, je pars d'une double impossibilité. Je pars de l'impossibilité de se décoloniser et l'impossibilité de ne pas se décoloniser. Parce que ça veut dire que, dans ma façon de faire, est-ce qu'on peut dire dans ma façon de faire et de penser, est-ce que l'on peut dire, par exemple, est-ce que l'on peut identifier ce qui aurait été soumis à une domination et ce qui s'est émancipé de cette domination? Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mesurer. C'est inévitable. On ne peut pas mesurer tout simplement parce que ce sont des choses qui sont emmêlées et imbriquées. Ce que la colonie a créé, c'est une certaine imbrication. Maintenant, la désimbrication, c'est toujours un mouvement, mais à l'intérieur de quelque chose, les éléments sont là. Quelquefois, il y a de nouveaux éléments. Moi, ce que je trouve très intéressant sur le plan des savoirs, c'est la décolonisation par la littérature et par les arts visuels. Je pense que c'est tout à fait fondamental. Je vais commencer par la musique, en fait. Parce que je considère que la musique, c'est le modèle même, le paradigme même de la décolonisation. On va prendre à l'échelle du continent africain. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que serait la musique du monde, franchement, sans les Africains? Mais ça serait pas du tout ce que nous entendons. Ce que nous entendons est irrigué complètement par la musique des Africains dans leur diversité. Et ensuite, il y a des circulations. Et donc, ce que je trouve, c'est que dans le domaine musical, c'est peut-être le lieu, l'espace où il y a le moins d'aliénation et le moins d'hégémonie, mais d'aliénation à des formes qui seraient des formes dominantes,
par exemple, de rythme ou de manière de chanter, etc., etc., de jouer, etc., etc. Je pense, bon, ben, il y a de multiples exemples, mais moi je pense à, parce que ça m'a toujours interpellée, c'est l'introduction, bon, je vais parler encore d'Afrique du Nord, mais c'est l'introduction dans les musiques andalouses ou judéo-arabes en Algérie, l'introduction du piano qui n'était pas un instrument classique. Ben, le piano, il ne va pas être joué à la manière des Européens. Le piano va devenir un instrument différent. On le voit très bien dans le jazz. Le jazz, c'est l'exemple même d'un autre usage du piano. Donc vous voyez, on pourrait dire qu'il y a un usage qui est colonisé, mais un usage qui ne l'est pas. Et donc, alors moi, j'aime énormément parce que c'est un très grand espace de liberté, la musique, et de collaboration. Mais de collaboration, je veux dire, dans la réciprocité. Parce que la réciprocité, c'est l'indice même que le rapport n'est pas un rapport colonial. C'est-à-dire qu'il y a des formations, justement, qui sont des formations mixtes, je dirais, au sens large de la mixité, des formations mixtes avec des gens qui viennent d'univers différents, qui fonctionnent très bien, mais on sait très bien qu'un groupe, pour jouer, a besoin de s'entendre. Sinon, il n'arrive pas à jouer. On le sent d'ailleurs. Quand on est, comme moi, auditrice ou spectatrice, quand dans l'orchestre, quand dans le groupe, les gens ne s'entendent pas complètement, ça fausse, en fait, l'ensemble. Alors, c'était moins le cas dans la littérature. La littérature, c'était un espace qui était dominé par des formes littéraires. Et la domination par les formes littéraires, mais aussi domination dans le sens où les livres qui étaient écrits sur nous ne s'adressaient pas à nous. Ils n'étaient pas faits pour nous. Ils étaient faits pour d'autres. C'est comme quand on entend des gens qui parlent de nous dans notre dos. Donc nous, on a entendu pendant des décennies et des décennies des gens parler de nous dans notre dos. Et parler de nous à la troisième personne. Donc, le fait de renverser, c'est-à-dire de devenir la première personne, j'entends l'écrivain ou le personnage, c'est une accession déjà à une forme d'indépendance symbolique qui participe largement de la décolonisation. Parce que je crois qu'il faut d'abord avoir les mots pour que nous puissions... Les mots sont comme un détonateur, en fait. Et donc ensuite, et je pense que c'est par les mots justement, par les paroles, que les images s'élaborent, etc. Si on disait, par exemple, si on disait, quand commence la littérature africaine contemporaine, si tant est que ce soit une question judicieuse, eh bien, si on posait cette question, ça ne serait pas forcément le même moment, il y aurait peut-être un temps de retard avec quand commence, en fait, l'art visuel contemporain africain tel qu'on le voit, notamment, par exemple, dans la Biennale de Dakar, qui a joué un très grand rôle dans l'émergence et la diffusion des arts visuels qui se pratiquent aujourd'hui sur le continent africain. Mais je pense que à chaque fois, il s'agit d'un certain usage de certaines choses. Et c'est cet usage, c'est-à-dire cette manière de faire, en fait, qui va en modifier la portée et qui en modifie la signification. Je ne sais pas, je ne pense qu'aucun expert international serait en état de faire le point sur la décolonisation. Je pense que ça ne peut pas faire l'objet d'une expertise. Et c'est ça qui, comme philosophe, m'interpelle. On sait que les experts ont envie d'expertiser. Bien voilà, la décolonisation est sans expertise. Je pense que nous pouvons, nous venant par exemple de pays colonisés, anciennement colonisés, de pays indépendants déjà depuis un certain temps, nous pouvons le formuler, mais pas sur le mode de l'expertise.
Mais l'hybridation, en fait, elle a toujours déjà eu lieu. Il n'y a pas d'univers social ou culturel qui soit non hybridé. C'est une fantaisie, je dirais. C'est une fiction, en fait, de penser qu'il peut ne pas y avoir d'hybridation. Il faut savoir que, par exemple, l'usage de la fourchette a été introduit en Europe par les Ottomans, via les Italiens. Et qu'en Europe, on a trouvé que c'était tout à fait bizarre d'avoir ce genre d'instrument. Qui y pense? Il faut penser que la poudre, ça a été inventé en Chine il y a fort longtemps. Il n'y a pas un tireur américain qui pense que son gun vient de la Chine, d'une certaine façon. Donc en fait, nous sommes, enfin quand je dis nous, je veux dire que l'Occident nous a appris à montrer ce que nous produisions plus que ce que nous recevons. C'est-à-dire c'est comme un empire de la création. Maintenant, cet empire s'élargit. Donc voilà, je pense que en fait, dans le fond, côté post-impérial, j'ai toujours en tête ce que disait Césaire, qui était que les Européens s'occupent plus de ce qui sort de leur cœur que de ce qui y entre. Ça fait partie de la réciprocité, en fait. La réciprocité, c'est le don réciproque. Et l'échange, c'est une forme équitable de l'échange, parce que l'échange inéquitable, c'est l'absence de réciprocité. Alors, je dirais qu'il y en a eu deux. Primitifs, bien sûr. Les deux primitifs, c'est Édouard Saïd, avec l'orientalisme, et Frantz Fanon, avec Les damnés de la terre. Ce sont les deux livres qui m'ont véritablement, qui m'ont autorisé à être moi-même. Parce que, autrement, il fallait devenir autre. L'injonction, c'était de devenir autre que soi. Et donc, c'est une forme d'imposition que malheureusement, on peut retrouver encore quelquefois comme tentative. Mais pour soi-même, on a besoin quand même je dirais, de prise, comme dans une escalade. Eh bien, Édouard Saïd et Frantz Fanon étaient pour moi des prises qui m'ont permis d'avancer.